Bonjour, je m'appelle Priscilla Boyer, je suis professeure au département des sciences de l'éducation. Je vous convie à cette deuxième capsule d'une série de 4 sur la rédaction de la problématique. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment la stratégie argumentative. On a vu la dernière fois qu'une problématique a deux visées. Elle a d'abord une visée objectivante. On transforme un problème en un problème de recherche. On décrit une situation problématique qui est pertinente pour le champ disciplinaire dans lequel on s'inscrit. Mais surtout, on défend cette situation problématique, on défend ce problème de recherche aux yeux de nos lecteurs, de notre lecteur ou de notre lectrice. Et lorsqu'on fait ça, bien là, on s'inscrit davantage dans une visée, disons, argumentative, puisque on prend position, on essaie de persuader notre lecteur. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment de la visée argumentative. Donc, c'est cet aspect-là qu'on va creuser davantage ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire argumenter? On va partir à la base. Je vous ai mis une définition de Chartrand et El-Ghazi qui est assez claire au niveau de l'argumentation. Je vais essayer de l'expliciter davantage. Dans le fond, argumenter, c'est un macro-acte de langage. Ce que ça veut dire, c'est que ça inclut beaucoup d'éléments, beaucoup d'énoncés, beaucoup d'idées, des raisonnements. De toute façon, vous avez qu'à regarder une problématique, ça fait 10 ou 15 pages. Donc, on voit là, qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont articulés ensemble. Et ce qu'on articule à l'intérieur de ces macro-actes de langage, ce sont des arguments pour défendre une thèse. Donc, tout de suite, je clarifie, le sens du mot thèse. Dans ce sens-là, ça ne veut pas dire votre mémoire ou votre maîtrise. C'est sûr que votre mémoire ou votre thèse de doctorat. C'est sûr qu'il y a un lien avec la notion de thèse de doctorat, mais c'est pas du tout dans ce sens-là que je veux aller. En fait, lorsqu'on parle d'une thèse, c'est vraiment une proposition que l'on veut défendre. Pensez simplement à votre projet de recherche, à votre problème de recherche comme tel. Et ce macro-acte de langage, bien évidemment, c'est un énonciateur ou une énonciatrice qui le fait. C'est un destinateur qu'on souhaite influencer, persuader, à la limite même convaincre. Donc, on va clarifier certains termes dès le départ parce que si vous êtes intéressé par la question et vous commencez à lire des traités sur l'argumentation, vous allez voir qu'il y a une espèce de confusion terminologique. Il y a beaucoup de termes différents, pas utilisés tout à fait dans le même sens. Alors, je vais clarifier dans quel sens, moi, je veux que vous compreniez ce dont je vais parler aujourd'hui. Dans le fond, un argument, qu'est-ce que c'est? Un argument, c'est une assertion, un énoncé, une affirmation, mais qui est utilisée pour faire admettre une thèse. Donc, elle est contextualisée dans un contexte particulier. Un contre-argument, évidemment, ça va être pour contrer une thèse. Donc, on veut remettre en question une thèse que l'on va présenter. Et qu'est-ce que c'est une thèse? Bien, c'est une autre assertion, une autre affirmation, mais qui est plutôt une conclusion ou un constat que l'on tire de cette série d'arguments-là. Si vous voulez peut-être vous le figurer avec un exemple plus proche de votre projet, bien, dans le fond, votre thèse, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est vraiment la validité de votre projet de recherche. C'est vraiment votre problème de recherche que vous êtes en train de défendre. Donc, ça, c'est votre thèse et toute la situation problématique que vous avez décrite va constituer en quelque sorte d'argument. Dans le fond, une problématique, c'est compliqué parce que ce qu'on retrouve quand on se met à la lire, c'est qu'il y a un enchaînement d'arguments et un enchaînement de thèses qui se fait un peu comme des poupées russes, là. On ouvre un argument, puis on retrouve d'autres thèses à l'intérieur, d'autres arguments, d'autres preuves, d'autres éléments. Donc, c'est assez complexe et nuancé. C'est pour ça que c'est difficile aussi d'aider à structurer. À structurer une problématique avec un étudiant. Pour vous aider, pensez à l'analogie de la preuve en droit. Je suis un avocat, je veux faire condamner un coupable en cours. Donc, ma thèse, dans le fond, c'est que cette personne est coupable. Alors, pour convaincre le jury de la culpabilité de la personne, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter une preuve. Et cette preuve, elle est complexe. Il va y avoir des témoignages, il va y avoir des extraits vidéo, il peut y avoir des courriels échangés, il peut y avoir des témoins. Bref, je vais ramasser toutes sortes d'éléments, des fois disparates,
mais articulés ensemble de façon à ce que le jury finisse par accepter ma thèse. Mais c'est exactement la même chose, dans le fond, dans une problématique. Vous allez articuler plein de raisonnements de différentes natures. Vous allez avoir recours à des documents de différentes natures également, à la fois scientifiques, mais parfois aussi institutionnels. Ça peut être médiatique, dont le but, au bout du compte, est de convaincre votre lecteur de la validité de votre projet. Si ça peut vous aider, j'essaie de le représenter de façon visuelle. Hein. Dans le fond, votre problématique, c'est un grand ensemble à l'intérieur de laquelle on va retrouver la thèse que vous défendez, qui est votre projet de recherche. Ça va être à la fin de votre problématique. Ceci dit, j'ai déjà vu des problématiques qui commencent avec l'exposé de la thèse. Donc, le projet de recherche, elle est présenté dès le début et on indique au lecteur que ça va être ça, notre projet de recherche, et voici notre question de recherche, en fait, et voici comment on va défendre le projet. Ce n'est pas un modèle qui est courant, mais je l'ai déjà rencontré. Donc, habituellement, on présente plutôt le problème de recherche au terme de la problématique et on va avoir des grandes sections qui sont, dans le fond, qui pourraient, dans le fond, être vos grands arguments, okay? Votre grand argumentaire. Mais je pourrais rentrer dans n'importe quelle de ces sections-là, donc dans vos arguments principaux, et retrouver des arguments secondaires. Et votre argument principal, tout à coup, devient lui-même une thèse à démontrer. Et là, je pourrais rentrer de cette façon-là à chaque fois, dans chacune de vos sections, un peu plus en profondeur de cette façon, jusqu'à arriver au paragraphe où on va retrouver des faits qui vont être avancés, bref, des énoncés, des prémices qui ne seront pas justifiées ou argumentées, qui vont constituer, disons, l'entente tacite avec le lecteur. Pour essayer de le figurer, là, cette structure complexe, je vais vous donner un exemple avec une thèse relativement simple. Bon, enfin, il faut protéger le fou de bassin. Donc, vous devez convaincre vos lecteurs qu'il faut protéger le fou de bassin. Comment vous allez faire pour le convaincre? Bien, vous allez trouver d'abord des grands arguments. Hein? Le fou de bassin ne pond qu'un œuf par année. Son habitat naturel est progressivement détruit. C'est important de conserver la biodiversité. Donc, vous avez 3 grands arguments qui ne sont pas de même nature. Le premier est très factuel. Le deuxième nécessite d'être un peu plus expliqué ou illustré. Et le troisième repose sur une valeur qui est l'importance de protéger la biodiversité. Donc, ici, votre lecteur pourrait ne pas être tout à fait convaincu de la pertinence de la biodiversité. Bon. Donc, chacun de ces grands arguments-là, je pourrais entrer à l'intérieur et apporter au lecteur des garanties supplémentaires. Son habitat naturel est progressivement détruit. Comment je pourrais défendre cette idée? Bien, je vais pouvoir expliquer, par exemple, qu'il n'existe que 6 colonies en Amérique du Nord, quelque chose qui ne va pas vraiment être remis en question par le lecteur, si j'ai raison, évidemment. Je pourrais préciser que sur ces 6 colonies, il y en a 2 qui sont très mal protégées et décrire les 2 colonies en question, expliquer en quoi ces colonies-là sont mal protégées. Donc, au terme de cette section, mon lecteur convient avec moi que l'habitat naturel du fou de bassin est progressivement détruit. Donc, vous voyez la complexité qu'il y a dans une problématique. Bien, c'est pourquoi on parle d'une stratégie argumentative. C'est qu'on doit développer plein d'opérations, des opérations qui sont de nature langagière, pour arriver à convaincre notre lecteur, au bout du compte, l'amener à adhérer à notre thèse, donc reconnaître la validité de notre problème de recherche. Comment on fait ça? Bien, encore une fois, ça va être difficile pour moi de vous aider concrètement dans votre projet. Là, votre directeur de recherche va pouvoir vraiment vous aider. Mais je peux vous donner des exercices, 2 en tout cas, qui peuvent vous aider à commencer à structurer le squelette ou à mettre sur pied cette stratégie argumentative. Dans le premier cas, bien, il s'agit tout simplement de résumer vos principaux arguments en un seul paragraphe. Donc, c'est intéressant parce que vous avez de cette façon le chemin. Hein? Vous avez comme le grand squelette qui vous mène progressivement vers votre problème de recherche. Et en faisant ça, bien, mine de rien, vous êtes obligé, après chaque phrase, d'établir des liens entre vos grandes idées. Donc, ça vous montre, est-ce que mes idées sont bien dans le bon ordre? Est-ce que je ne pourrais pas modifier
cette section-là, la déplacer de cette façon, ça rend les choses un peu plus synthétiques, disons, modélisables et modifiables un peu plus facilement. Je vous donne l'exemple d'un projet. Certains élèves québécois éprouvent beaucoup de difficultés en lecture. Ça, c'est le premier argument. Vous comprenez qu'avec cet argument-là, je dois le prouver. Donc, je pourrais, dans ma section, démontrer que les élèves éprouvent beaucoup de difficultés en lecture au primaire, expliquer c'est quoi la nature des difficultés, c'est quoi leur prévalence, etc. Donc, je pourrais donner des statistiques, je pourrais rentrer à l'intérieur. À leur arrivée au secondaire, ils sont désengagés. Donc, on voit que c'est une conséquence de notre première affirmation. Il y a une conséquence. Au secondaire, on est désengagé dans les tâches de lecture. Et ce désengagement a des conséquences sur les apprentissages subséquents, ce qui nuit à leurs apprentissages. Or, nous savons que l'engagement augmente lorsque les tâches proposées impliquent une collaboration entre les pairs et mise sur la discussion. Donc, tout à coup, on est en train d'expliquer c'est quoi l'engagement, puis on voit qu'on peut augmenter l'engagement par certains types de tâches qui correspondent avec certains types de critères. Et ça nous amène progressivement vers notre problème. Les cercles de lecture, parce qu'ils nécessitent la collaboration entre les pairs, pourraient permettre d'augmenter l'engagement des élèves. Donc, on voit que les cercles de lecture semblent correspondre aux facteurs qui sont positifs pour l'engagement de l'élève. Et donc, progressivement, on en est venu à éventuellement poser une question. Alors, selon vous, au terme de ce résumé, est-ce que vous êtes capable de proposer un problème de recherche? Est-ce que vous êtes capable de figurer une question qui pourrait suivre? Moi, j'ai l'impression que oui, c'est assez univoque où on s'en va. Donc, on pourrait avoir une question qui va impliquer est-ce que les cercles de lecture ou dans quelle mesure les cercles de lecture permettent-ils d'augmenter l'engagement des élèves dans des tâches de lecture au secondaire? Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici d'assez clair qui se détache. Autre façon de le faire pour ceux qui sont un peu plus ou qui aiment plus les représentations visuelles, c'est de reprendre la structure de votre problématique, mais d'en faire un schéma. Donc, où vous avez votre problème de recherche tout en haut et vous avez tous vos arguments. Et vous pouvez lier vos arguments comme chacun étant une section, voir et descendre à l'intérieur, descendre jusqu'à même à venir identifier chacun de vos paragraphes, de quoi ces paragraphes-là vont-ils parler. Ça vous permet vraiment d'avoir une représentation visuelle immédiate de l'ensemble de votre problématique, représentation un peu différente de celle qui est un peu plus linéaire, là, qui fonctionne par le paragraphe. Bon, maintenant qu'on a parlé de la stratégie argumentative, ce serait quoi la meilleure stratégie argumentative? Bien, il y a une chose à retenir, c'est que vous avez beau mettre des ingrédients sur la table, ça ne fait pas un gâteau de fête, là. Donc, pour arriver à avoir une problématique, l'accumulation des arguments sans interprétation, sans organisation, ça ne fait pas une bonne problématique. Ce qui fait une bonne problématique, c'est vraiment est-ce que mon argument est bien explicité, est bien interprété, est-ce qu'il est fondé, décrit, est-ce que c'est illustré, est-ce que mes concepts sont clairs, le lecteur sait où on s'en va. J'ouvre une parenthèse sur la question des concepts, mais ça semble aller de soi, mais pas toujours. Dans le cas d'une de mes étudiantes, on parlait du système verbal dans son projet de mémoire. Pour elle et pour moi, le système verbal, c'est le verbe. Mais la personne qui a évalué son avant-projet, pour elle, le système verbal, c'était l'oral, donc le discours oral. Alors, vous comprenez que tout le long, elle ne comprenait pas où est-ce qu'on s'en allait, puis il y a eu des bris de compréhension. Pourquoi? C'est pas de sa faute à elle, c'est de notre faute. C'est parce qu'on n'a jamais pensé que ça valait la peine d'expliquer c'était quoi le système verbal ou de le définir. Donc, ça fait partie des éléments qu'on doit retrouver au cœur de la problématique. Donc, oui, est-ce que mon argumentaire est bien défendu, mais aussi, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après? Est-ce que les liens sont bien établis entre mes différentes sections? Je dis toujours à mes étudiants que la partie la plus sensible, ce sont les transitions entre les grandes sections, puis même entre les petites sections, parce que c'est là vraiment que vous pouvez parler, interpréter, établir en fait les relations que vous voyez entre les différents faits que vous amenez. C'est là que vous faites votre gâteau, en fait.
J'ai mis une image d'Aristote sur la diapo parce que, dans le fond, tout ça part d'Aristote, qui disait justement, en bon juriste, disons, qu'un bon argumentaire, ce n'est pas la pure logique, mais c'est aussi la prise en compte de l'auditoire. C'est aussi la prise en compte du lecteur. Et votre lecteur, ce n'est pas n'importe lequel des lecteurs. On en a parlé, c'est un lecteur qui connaît le domaine, un expert de votre domaine, ou en tout cas quelqu'un qui est sensible et qui a une bonne connaissance du champ disciplinaire. C'est aussi un lecteur qui est au fait de la communauté scientifique, qui connaît les codes de la communauté scientifique. C'est à lui que vous devez vous adresser, donc c'est à lui que vous devez penser lorsque vous êtes en train de rédiger. Alors, comment construire sa stratégie argumentative? Vous allez voir, si vous vous amusez à lire des traités d'argumentation, on va vous donner plein de beaux modèles, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Parce que, bon, les modèles traditionnels, c'est le modèle de la démonstration, la délibération, la réfutation. La démonstration, c'est que vous prouvez une thèse. La réfutation, c'est que vous niez une thèse, ou en tout cas que vous démolissez une thèse. Et la délibération, c'est que vous présentez deux thèses opposées puis que vous arrivez à trouver une espèce de consensus entre les deux. C'est très peu aidant pour penser une problématique, puisque la plupart des problématiques sont des démonstrations dans lesquelles on pourrait avoir des petits passages parfois de réfutation, mais pas tout à fait. J'entends aussi beaucoup de mes collègues qui donnent comme aide le modèle de l'entonnoir. Hein? On part du général, puis on s'en va vers le spécifique au niveau de notre projet. Bien, ça aussi, c'est problématique parce que, je vous le donne en mille, allez lire des problématiques, justement, puis allez voir, est-ce que c'est vraiment toujours du général au spécifique? Vous allez voir qu'il y a des allers-retours entre le général et le spécifique. Donc, ce n'est pas tellement aidant non plus. On donnait aussi la possibilité de construire en mettant les arguments, par exemple, les plus forts en premier, puis en terminant par des arguments les plus faibles. Mais là encore, c'est un modèle qui est difficile à adapter ou à utiliser tel quel. En fait, il existe plein de raisonnements possibles pour réussir à convaincre une problématique. Je pense que le mieux, c'est de penser votre problématique en fonction d'un chemin que vous faites parcourir à votre lecteur. Donc, vous le prenez par la main au début du chemin. Qu'est-ce qu'il doit connaître en premier avant d'aller progressivement élargir sa compréhension de la situation problématique pour pouvoir éventuellement arriver au problème de recherche puis se dire, ben oui, c'est important de faire cette recherche-là, je le comprends maintenant. Donc, ça peut peut-être davantage être aidant que des modèles fixes là, qu'on retrouve dans des traités d'argumentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour écrire une bonne stratégie argumentative? Bien, impossible. Je ne peux pas écrire une bonne problématique pour les sciences infirmières. Je ne peux pas écrire une bonne problématique en ergo. Je ne connais pas le champ disciplinaire. Donc, ça vous prend une bonne connaissance de votre discipline. Donc, ça veut dire lire. Lire, lire, lire. Vous devez puis lire. Les premiers textes vont être longs à lire parce que vous êtes en appropriation. Puis plus vous allez en lire, plus vous allez voir que ça se répète, qu'il y a des auteurs qui reviennent. Puis plus vous allez élaborer votre connaissance du champ puis être en mesure d'identifier des zones plus fragiles ou des espaces complètement absents de recherche dans lesquels vous allez pouvoir y trouver votre niche, dans le fond. Et par cette lecture, retenez aussi, portez attention à la façon dont c'est fait, donc aux stratégies qui sont utilisées par les auteurs de votre discipline pour ce faire. Ça va vous aider aussi à développer une meilleure connaissance à la fois de votre discipline, mais aussi des codes qu'il y a qui sont implicites à l'intérieur de votre discipline. Et pour terminer, j'insisterai sur ce dernier point. En fait, c'est vraiment important de bien avoir en tête votre lecteur ou votre lectrice. Parce que, bon, à la base, un lecteur est collaborateur. Hein. Quand je lis mon texte, je collabore au sens du texte. Je fais des inférences où est-ce que je dois en faire, parce qu'évidemment, on ne dit pas tout dans un texte. Je vais accepter, je vais reconnaître les prémices. Je vais dire, ah oui, moi aussi, je partage ces valeurs-là. Donc, je m'engage à l'intérieur du texte. Hein. Des prémices, il y en a plein. Il ne faut pas penser que dans une problématique, tout est argumenté. C'est impossible. À un moment donné, il faut s'arrêter d'apporter des preuves au lecteur. Les prémices, dans le fond, ce sont des propositions, des affirmations, des faits qui sont reconnus par tous. Pour vous donner des exemples de prémices très rapidement, là, pensez à des faits historiques. Je peux, dans mon texte, sur
sur les sciences de l'éducation, je peux parler de la Révolution tranquille, de ce qui s'est passé avec le rapport parent. Je ne suis pas en train de défendre ce que c'est la Révolution tranquille ou les effets du rapport parent. J'y fais référence. Donc, mes lecteurs et moi, on considère généralement admis l'existence de la Révolution tranquille. Je n'apporte pas de preuves de ça. Mais je n'apporte pas non plus de preuves de la pertinence d'une revue dans mon domaine ou parfois d'un expert. Si je parle d'Albert Bandura en psycho, tout le monde connaît Albert Bandura. Je n'ai pas besoin de défendre son expertise. Il y a certaines revues dans nos disciplines qu'on connaît bien qui sont très fortes. Tout le monde même connaît la revue Nature, même si on n'est pas en sciences nécessairement. Donc, si je fais référence à la revue Nature, probablement que c'est un article qui est solide, qui est une théorie intéressante, avec un chercheur qui a une grande expertise. Mais il y a aussi des valeurs sur lesquelles reposent nos projets, des valeurs qu'on partage avec notre lecteur et qu'on n'aura pas nécessairement besoin de justifier ou de prouver. Par exemple, si je dis que la prise en compte de la motivation est incontournable pour la réussite pour tous, bien, la réussite pour tous, c'est une valeur que je n'ai pas besoin de défendre nécessairement quand je suis en sciences de l'éducation, puisqu'on vise que tous les élèves puissent réussir. Mais ça pourrait être remis en question. Et cette question des prémices revient à cette idée de lecteur dont je parlais précédemment. Parfois, votre lecteur n'est pas collaborateur. Donc, il n'accepte pas les prémices que vous présentez. Votre lecteur, comme je vous ai déjà dit, c'est qu'un membre de la communauté scientifique, il est critique. Et il va lire votre texte avec un œil critique. Donc, c'est très important que vous gardiez en tête ce lecteur critique-là en lisant votre texte et en relisant votre texte, en vous disant, est-ce que mon lecteur accepte les prémices implicites qui transcendent, puis qui traversent mon texte? Est-ce que mon lecteur accepte cette affirmation que je ne prouve pas ou cet expert que j'avance, mais que je ne défends pas? Donc, il faut vraiment s'habiliter à voir ce qui est implicite dans notre texte, qui pour nous va de soi, et tout ce qui va porter au doute ou ce qui est controversé ou contestable, non pas pour ne pas les utiliser, mais pour les défendre. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas simplement les présenter comme allant de soi, parce que votre lecteur pourrait ne pas être d'accord. Je vous donne un exemple simple en sciences de l'éducation. Des étudiants qui sont allés dans des écoles alternatives veulent souvent faire des projets de recherche sur les écoles alternatives pour défendre la valeur des écoles alternatives. Mais à la base, derrière cette envie, il y a une prémisse implicite qui est que les écoles alternatives sont meilleures que les écoles régulières. Et ça, il faut y faire très attention parce que nos lecteurs ne sont pas nécessairement convaincus de ça. Est-ce que c'est vrai par ailleurs? Et donc, il faut bien s'armer pour bien défendre et bien reconnaître cette prémisse-là et bien la défendre. Et on peut aussi tomber sur un lecteur qui est même pas juste critique, mais réfractaire. Surtout quand on est dans des sujets qui sont controversés, sujets à la controverse, là, il faut y faire attention. Pourquoi un lecteur pourrait refuser la validité de votre projet? Puis sachez que si le lecteur refuse la validité de votre problématique, bien, c'est tout le projet au complet qui est mis à mal. Vous avez des bonnes chances que votre évaluation soit mauvaise au bout du compte si les fondements de votre projet ne tiennent pas la route. Bien, un lecteur pourrait ne pas croire en la validité de votre argument. Il pourrait considérer que cet argument-là n'aide vraiment pas du tout à la thèse. Il pourrait considérer que votre projet est valable parce qu'il connaît bien le champ disciplinaire, mais trouver que les arguments présentés pour y arriver ne sont pas assez solides. Dans certains cas plus délicats, il pourrait trouver que votre projet n'est pas dans le champ disciplinaire. Donc, ça arrive souvent dans des projets interdisciplinaires où on se trouve un peu en périphérie de la discipline. Puis, il faut réussir à défendre son ancrage. Là. Pourquoi vous êtes en sciences de l'éducation? Il faut montrer le lien avec l'éducation. On pourrait avoir tout simplement des thèses qui sont confuses. Moi, j'ai déjà vu des étudiants où on arrive au terme de la situation problématique, puis on a plein de problèmes sur la table. On n'est pas arrivé à en cibler un ou à en choisir un. Donc, c'est un peu confus, là, où est-ce qu'on s'en va. Et dans certains cas, bien, votre thèse défendue pourrait être controversée. Je vous donne un exemple. Vous voulez défendre l'idée que les écoles privées sont meilleures que les écoles publiques. Attachez votre tuque.
Donc, pour défendre cette idée-là, ça va susciter des grognements là, en sciences de l'éducation. Va falloir que vous dotiez d'un argumentaire plutôt solide. Je termine avec 2 derniers points sur lesquels vous devez porter attention aussi. Sachez des fois que votre type de recherche que vous privilégiez peut être remis en question dans votre champ disciplinaire, peut même être considéré comme pas de la recherche. Hein, je donne l'exemple de la recherche-développement, donc où on développe des produits, où on développe des nouvelles méthodes, bon, etc. Ça peut être considéré comme très intéressant pour la pratique, mais pas un processus de recherche. Donc, il faut bien argumenter pour pouvoir bien défendre votre projet. Et vous pouvez tout simplement choisir de déroger à certaines normes, pas avoir de problématique ou avoir une problématique différente ou écrire au jeu, par exemple. Et donc, prendre vraiment position comme chercheur à l'intérieur de votre projet. Donc, tout ça peut amener les gens dans votre discipline à remettre en question la validité de votre projet. L'important, ce n'est pas de ne pas le faire, c'est simplement de bien s'outiller pour argumenter ça et réussir à influencer notre lecteur ou à le persuader que ça pourrait être intéressant de transgresser certains codes. En somme, conclusion peut-être pour cette capsule, anticipez. Anticipez ce que votre lecteur va penser. Pensez au pire des lecteurs. Relisez votre texte en disant « Et si j'avais à remettre en question des choses à l'intérieur de cette section-là, qu'est-ce que je remettrais en question? Et comment je pourrais faire en sorte que ça ne soit pas remis en question? Donc, quelle garantie je peux apporter au lecteur pour le rassurer et réussir à le convaincre? De cette façon, vous allez peut-être arriver justement à anticiper certaines objections que votre lecteur pourrait faire et donc faire en sorte que votre projet soit considéré valide et super intéressant par votre comité d'évaluation. Alors, merci. Ça clôt cette 2e capsule. Bonne fin de journée!